Hop là, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Donc je suis Robin Trollet, je travaille pour la société donc Dominor, on fabrique le pot de construction Bloxywood. Et ce soir, donc on est avec Thomas Denis de chez de la société Brink, qui va nous parler de la VMC. Donc pour vous donner un petit peu le cadre, comme vous avez vu, le webinaire de ce soir est enregistré pour permettre aux retardataires d'avoir accès à un replay. On aime bien commencer à l'heure quand même, ça, c'est vrai, les gens qui sont là à l'heure, on leur doit ça. Et du coup, on enregistre. Les micros ont été coupés pour le confort auditif de chacun, comme ça on n'a pas de parasites. Et puis on a aussi le moyen d'avoir des questions sur donc le chat, qui vous permettra soit en cours de webinaire, soit à la fin, donc de préférence à la fin, comme ça on fera un jeu de questions-réponses avec Thomas sur la partie VMC. Donc voilà, donc je vais m'éclipser, parce que l'idée ce soir c'est de pas parler d'Oxywood, mais de parler de ventilation en maison individuelle et notamment. Donc je vais laisser la parole à Thomas de chez Brink et puis je reviendrai à la fin donc, pour la partie questions. Encore merci d'être présent et puis à toi. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, tout d'abord, merci à Bloxywood qui m'accueille ce soir pour évoquer ce sujet qui est la ventilation double flux et la qualité d'air intérieur. Donc, merci Elna, merci Robin pour toute cette organisation. Donc, je me présente très rapidement. Donc, Thomas Denis, je travaille chez Brink depuis maintenant presque 5 ans. Et je suis dans le monde de la ventilation double flux dans le secteur du résidentiel individuel depuis à peu près 2008. Donc voilà, ça fait un petit moment que je vois maintenant évoluer les technologies et les façons de faire. Voilà, pour ce thème de la ventilation un peu méconnu et un peu parfois délaissé, voilà, ou en tout cas pas traité comme il se devrait. Voilà. Alors, rapidement, le sommaire, donc on va quand même parler de Brink en quelques mots, et puis ensuite nous attaquerons le sujet de la qualité d'air intérieur et de la ventilation double flux. Donc j'évoquerai avec vous le fonctionnement de ce système-là. Nous parlerons aussi de la compatibilité avec certains systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude. Et puis, nous terminerons par la maintenance. Voilà, c'est un équipement important de la maison et donc c'est aussi important de parler de maintenance comme pour tous les autres équipements. Alors, Brink, en quelques mots. Donc, Brink, c'est une entreprise presque centenaire maintenant qui est dont le siège est aux Pays-Bas, voilà, à peu près 1 heure et demie d'Amsterdam, et qui fait de la ventilation double flux son activité exclusive, quasi exclusive depuis maintenant plus de 40 ans. Voilà, donc pour tout un tas de raisons climatiques, géographiques, la ventilation double flux c'est développé, euh, c'est beaucoup développé aux Pays-Bas, mais pas que, hein, est devenu un standard. Voilà, c'est pas tout à fait le cas encore en France, mais on travaille dans ce sens. Voilà, donc pour cette raison-là, c'est un des leaders européens en ventilation double flux pour le secteur résidentiel individuel. Voilà, avec plus de 400 000 appareils vendus depuis les années 80. Le bâtiment que vous voyez derrière, donc c'est le siège qui reçoit à peu près 300 personnes, 300 salariés, aussi bien en recherche et développement, fabrication, puisque le site de production est également là-bas. Voilà. Donc, Brink est également membre fondateur d'EVIA, donc c'est une association européenne qui œuvre pour à promouvoir la ventilation dans différents pays et puis établir des réglementations qui vont dans le bon sens. Voilà un petit peu. Donc, Brink accompagne énormément les professionnels dans leur travail. Alors, on parlera brièvement aussi de l'aspect professionnel, sachant que voilà, les ventilistes en France sont pas très répandus, c'est pas une profession qui euh, qui existe réellement. Hein. Voilà, nous travaillons beaucoup avec des électriciens, des plombiers chauffagistes. Alors, je vois aussi de plus en plus arriver de personnes, enfin, d'entreprises d'isolation. Ça peut très bien aussi être des menuisiers ou des charpentiers. Voilà. Donc, attaquons le sujet maintenant qui nous intéresse, qui est la qualité d'air intérieur, la ventilation double flux. Donc, c'est un vrai enjeu sanitaire. La qualité d'air intérieur,
on peut partir d'un constat qui est assez simple. Vous qui êtes peut-être en cours de fabrication de maison ou qui avez des projets, bah, vous allez à un moment ou à un autre parler d'étanchéité de votre bâtiment. Et donc, surtout depuis RT 2012, les bâtiments sont devenus de plus en plus étanches et donc se pose la question du renouvellement d'air à l'intérieur de celui-ci. Donc, parmi les chiffres qu'on retrouve assez régulièrement, on passe 80% de notre temps à l'intérieur et la plupart du temps, quand la ventilation est négligée, l'air peut y être jusqu'à 10 fois plus pollué. Voilà. Et donc, il y a un réel enjeu à ne pas négliger ce poste-là. Voilà, la ventilation, c'est vrai que c'est que de l'air, on ne voit pas, on l'entend pas, voilà, c'est pas palpable comme un chauffage ou comme de l'eau chaude. Et donc, c'est probablement une des raisons pour laquelle bah, on met bien souvent, en tout cas en dernier roue du carrosse, le poste ventilation. Donc, la qualité d'air intérieur, c'est quoi? Bah, ça va être le CO2 que vous allez émettre, ça va être l'humidité dégagée par les activités intérieures, ça va être les formaldéhydes, les COV qui sont émis par différents matériaux, différents ameublements. Ça peut être les animaux domestiques, ça peut être les activités du logement, la cuisine, le tabac, bref. Voilà. Et donc du coup, tous ces, euh, ces polluants intérieurs vont devoir être évacués d'une manière ou d'une autre. Donc on comprend bien que plus le bâtiment est étanche et moins le renouvellement naturel peut avoir lieu. Donc, ce manque de renouvellement est une cause de mauvaise qualité d'air à l'intérieur. Parmi les critères, donc, on retrouve aussi l'humidité, les CO2, le CO2, les COV, etc. Alors, voilà, en bas, la petite illustration de l'enveloppe de la capsule qui recouvre la maison. Donc, c'est bel et bien ce à quoi nous sommes confrontés en ce moment. Alors, on va essayer de résumer encore un petit peu et d'aller au plus synthétique, hein. La solution, je vais donner des éléments de réponse un petit peu sur le slide précédent, ça va être le renouvellement. Le renouvellement d'air, c'est la clé d'une bonne qualité d'air intérieur. Voilà. Le renouvellement d'air, alors un chiffre, voilà, on va pas donner beaucoup de chiffres, mais un chiffre en tout cas qui revient, un renouvellement d'air entre 0,4 et 0,6 volumeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, pour faire simple, toutes les 2 heures, l'intégralité du volume de votre maison va être renouvelée. Donc ça, ce 0,4-0,6 volumeur, c'est un des critères certainement le plus important de la bonne qualité d'air intérieur. Voilà, pour évacuer les différents polluants dont on a parlé précédemment, l'humidité, le CO2 des occupants. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point de départ très important. Pourquoi 0,4-0,6? Voilà, 0,4-0,5, c'est plutôt pour des maisons de grande taille, 0,5-0,6 pour des maisons de petite taille, mais voilà, la fourchette est là. Donc, le deuxième point qui est écrit en plus petit parce que quand même beaucoup moins important, c'est la filtration. Voilà, un système de ventilation double flux va être équipé d'un système de filtration qui va éviter à certains polluants comme les pollens ou la poussière de rentrer dans votre logement. Mais voilà, vraiment, ça arrive en deuxième, hein. Une bonne filtration mais pas de renouvellement d'air ne permettra pas d'obtenir cette bonne qualité d'air intérieur. Alors là, on voit hein, l'aération, les fenêtres ouvertes, c'est pas une photo qui a été choisie un peu au hasard. Beaucoup de renouvellement d'air, bah ça va s'opposer à l'économie d'énergie. Donc, quand on renouvelle beaucoup, bah, on a aussi une grosse part de déperdition. Voilà. Donc, la solution pour pouvoir concilier un bon renouvellement d'air sans impacter le bilan thermique de votre habitation, bah, ça va être d'avoir de la récupération de chaleur à travers l'échangeur d'une ventilation double flux. Donc, la ventilation double flux, voilà, c'est le deuxième volet hein, de cette présentation-là. Qu'est-ce qu'une ventilation double flux? Eh bien voilà, c'est ce que vous avez devant vous, c'est-à-dire une grosse centrale qui est composée de quelques éléments. Donc, le plus important, ça va être l'échangeur de chaleur que vous voyez au centre, hein, qui va recevoir les flux d'air extérieurs, récupérer les flux d'air intérieurs de votre maison et transférer les calories
de l'un vers l'autre. Voilà, sans jamais, bien entendu, mélanger les flux d'air, hein. C'est une des bases, hein. J'ai déjà entendu une fois quelqu'un qui m'a dit: «Ouais, mais la double flux, c'est pas bien pour la qualité d'air intérieur parce que vous prenez l'air des WC, des salles de bain, puis vous les réinsufflez dans les chambres». Surtout pas. Voilà, l'intérêt, c'est uniquement de croiser ces flux d'air, mais de ne jamais les mélanger. Donc à l'intérieur, bah, vous retrouvez un échangeur à plaques à contre-courant croisé, c'est ce que vous avez au beau milieu. Vous allez avoir des moteurs qui soufflent dans un sens et dans l'autre simultanément. Donc des moteurs à basse consommation, hein, par exemple. Voilà, là, 120 mètres cubes/heure, c'est un débit moyen pour une maison de moyenne taille. Voilà, ça représente à peu près 22 watts pour les deux moteurs en consommation instantanée. La machine est quand même relativement compacte, hein, pour contenir tout ça. Vous avez à l'intérieur un préchauffeur. Donc là, attention de ne pas confondre avec un système de chauffage. Le préchauffeur est là uniquement pour apporter de l'air aux alentours de 0 degré à la machine quand il fait vraiment très froid. Donc le préchauffeur est utile et se déclenchera pour des températures franchement négatives. Voilà. La machine est pourvue d'un bypass 100%, c'est-à-dire que ça, c'est un élément qui permet de ne pas recycler la chaleur en été. Voilà, l'été, donc petite parenthèse pour ça, parce qu'on parle très souvent de la ventilation double flux en hiver. Elle est là pour limiter la déperdition énergétique, apporter un certain confort sans amener de l'air froid dans la maison, mais elle fonctionne aussi très bien et de la même manière en été. C'est-à-dire que quand vous avez de températures très élevées à l'extérieur et une maison dans laquelle vous avez maintenu une certaine fraîcheur, eh bien, les changeurs constituent cette même barrière à la température. C'est-à-dire qu'on va laisser le chaud à l'extérieur et maintenir le frais à l'intérieur. Et donc, j'en profite pour une deuxième parenthèse, parce que ça, j'ai cette question qui revient assez souvent, donc allons-y dans les idées reçues. Est-ce qu'on peut ouvrir une fenêtre avec une ventilation double flux? Eh bien oui, on peut le faire, mais quand ça a du sens de le faire, on ne le fait pas en général en plein hiver quand il fait très froid ou en plein été quand il fait très chaud. Maintenant, période printanière ou automnale, s'il fait 20 degrés dehors, on peut très bien ouvrir sa fenêtre toute la journée si on le souhaite. Voilà. Alors, ainsi pensé pour l'évacuation du condensat. Voilà un petit peu dans les grandes lignes, hein, ce qu'on va retrouver à l'intérieur d'une centrale double flux. Le système de filtration, j'en ai parlé également. Alors, comment ça se présente maintenant concrètement? Donc là, j'ai deux exemples de, hop, 2 exemples d'installation. Donc là, c'est dans une maison en rénovation, mais peu importe, hein, c'est une grosse rénovation qui ressemble à s'y méprendre à du neuf. Donc un caisson posé sur son socle, des pièges à son, et puis dans le plafond, là, ici, les 2 trappes sont les caissons de répartition desquels vont partir des gaines voilà, qui vont circuler dans tout le logement. Donc là, c'est une machine de la gamme Flair qui est localisée dans une buanderie avec des caissons et des gaines en faux plafond. Et puis, bah, pour avoir une installation un petit peu différente, voilà, une installation montée sur la partie supérieure d'une maison dans des combles qui sont isolés, voilà, avec une machine version 2.2, c'est-à-dire avec des caissons de répartition qui sont plutôt sur le bas de la machine, posés au sol, avec une distribution bah, qui part dans des colonnes techniques descendantes cette fois-ci. Voilà. Alors, sur le papier, parce que le dimensionnement d'une VMC double flux, c'est quelque chose aussi d'important. Donc là, juste au-dessus de moi, on retrouve en 3 dimensions ce à quoi peut ressembler une double flux avec son réseau de distribution d'air. Donc vous constatez que vous avez un réseau primaire, donc c'est celui qui va vers l'extérieur, qui va rejoindre la toiture pour le rejet, et puis qui rejoint les 2 caissons de répartition. Donc ça, c'est le réseau primaire. 2 caissons de répartition, un pour le soufflage et un pour l'extraction, et un réseau secondaire, donc il est facile de reconnaître grâce à sa couleur verte, qui va ensuite cheminer dans des faux plafonds, des cloisons, des planchers, pour aller alimenter en air toutes les pièces de vie et reprendre l'air de toutes les pièces humides de service, cuisine, voilà, afin de faire notre renouvellement. Donc sur un plan, comment ça se traduit? Des ronds bleus pour les pièces de vie et les bouches de soufflage, et des ronds rouges pour les pièces d'extraction. Et tout ça se rassemble vers les caissons de répartition. Là, vous voyez les carrés rouges et bleus, et la centrale double flux qui est à côté. Voilà. Donc voilà un petit peu comment
on aborde l'implantation d'une double flux dans une maison individuelle, voilà, en trouvant une place judicieuse. Je reviendrai un petit peu après sur ces critères-là. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc dans les remarques qu'on peut faire justement sur ces choix-là, la détermination du débit est basée au départ sur la réglementation qui date un petit peu maintenant de 82. Donc attention à ne pas confondre les débits des VMC simple flux I-gros qui elles ont des débits qui sont réduits pour limiter justement l'impact de la déperdition. Là, en double flux, on s'adosse sur des débits de ventilation autoréglables à minima. Voilà. Et après, ce qu'on va quand même vérifier, c'est qu'on est bien en adéquation avec le taux de renouvellement qu'on cherche, les 0,4-0,6 volumeurs dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, les débits vont être entre 15 et 45 mètres cubes heure dans les WC, salle de bain, cuisine, 15, 30, 45. Dans les pièces de vie, donc, les chambres simples vont être alimentées avec entre 20 et 25 mètres cubes par heure. Les chambres parentales, 2 personnes, donc 2 fois plus d'air, plutôt 40, 45 mètres cubes par heure. Le bureau est traité comme une chambre simple et tout ce qui restera de débit va être insufflé dans le salon, séjour, salle à manger. Voilà, un petit peu comme on l'a vu précédemment, la répartition entre les ronds bleus et les ronds rouges. Les pièces de transit comme les couloirs ou les paliers n'étant pas traités puisque l'air va circuler d'un côté à l'autre. Alors, très important, le choix du local recevant la centrale, il va falloir choisir un local dans une zone tempérée, typiquement une buanderie, une arrière-cuisine, un cellier, qui sera aussi facile d'accès pour la maintenance. Voilà, pour le nettoyage des filtres dont nous parlerons aussi juste après. Voilà, éviter une trop grande proximité avec la zone nuit. Voilà, parce que même si les équipements sont quand même très silencieux, voilà, la zone nuit est quand même une zone à éviter pour l'emplacement d'une centrale, sauf voilà, à positionner des cloisons phoniques si besoin était. L'implantation des réseaux primaires. Donc le réseau primaire, pour rappel, c'est celui qui va vers l'extérieur et vers les caissons de répartition. Donc en général, la prise d'air se fait en façade et le rejet soit en façade, soit en toiture. Si les deux sont en façade, prévoir un espace suffisant entre les deux pour éviter le recyclage de l'air. Voilà. Quand il est impossible de les séparer, il existe des solutions combinées qui permettent un petit peu comme les ventouses des chaudières d'avoir la prise d'air et le rejet au même endroit. Voilà. Enfin, les gaines en PEHD, donc les gaines, ce que j'appelle le PEHD, c'est ça. C'est un tuyau. Donc chez nous, il est vert. Je sais pas si vous le voyez bien vert. Sur convert, bah oui, sur convert, ça marche pas. Si je le mets devant moi, vert sur vert, effectivement, il va devenir invisible. Donc la gaine en PEHD, c'est ça. Et elle va circuler en volume chauffé. Voilà. Et si jamais, pour une raison ou une autre, elle devait circuler en dehors de volume chauffé, bah, on prendrait garde de bien la calorie figée pour éviter toute déperdition, puisque c'est dans ces tuyaux que vont transiter les volumes d'air à température ambiante, pour ainsi dire. Voilà. Et enfin, l'emplacement des bouches, toujours en plafond ou en partie haute pour les extractions et pour les soufflages, plafond, sol ou mur. Voilà. Après, le choix de l'emplacement de la bouche se fera surtout par rapport à l'agencement et à la façon dont la pièce va être aménagée. Voilà. Donc ça, ce sont des choses, bien entendu, sur lesquelles nous accompagnons les professionnels. Alors, la compatibilité avec notamment les poils. Donc, déjà, la première chose à savoir, c'est que la double flux est incompatible avec aucun système de chauffage. Mais la question revient souvent avec notamment les poils, puisque le poêle est un système vraiment, voilà, sauf quand il est canalisé, mais est un système central. Hein, et donc, la double flux va pouvoir aider à non pas égaliser les températures au sein de toute la maison, mais en tout cas de limiter cet écart voilà, qui peut être parfois important. Alors, les poêles, bah, idéalement, le poêle doit être étanche. C'est-à-dire que dans le cadre d'une maison neuve, la question se pose pas trop, mais dans le cadre d'une rénovation, parfois ça peut poser question. Donc, idéalement, le poêle doit être étanche avec son entrée d'air
et s'acheminer bien entendu pour éviter de déséquilibrer les débits entrants et sortants. Voilà. Donc encore mieux si le poêle est canalisable, bah, parce que vous allez pouvoir amener de l'air, dans des zones où d'habitude il n'y en a pas. Le ballon thermodynamique, ça aussi c'est une question qui revient assez régulièrement. Le ballon thermodynamique, comme vous le voyez sur la photo là, celle qui est juste au-dessus de moi, eh bien écoutez, là, vous avez un ballon thermodynamique qui a sa prise d'air et son rejet extérieur. Alors pourquoi c'est important? Parce que si vous faites une prise d'air extérieure, enfin une prise d'air intérieure et un rejet extérieur, bah, vous allez déséquilibrer, les flux d'air entrant sortant de la maison. Puisque la double flux fait sortir un certain volume d'air, ramène exactement le même volume d'air. Si on en retire, par une cheminée, par un poêle ou par un ballon thermodynamique, on déséquilibre tout ça. Donc idéalement, c'est de choisir, un équipement qui va être indépendant. Voilà, après, s'il est dans une zone, hors volume chauffé, là on s'est, écarté du problème. Et pour les hôtes de cuisine, bah, c'est un petit peu la même problématique, hein. On a quand même très souvent affaire à des hôtes à recyclage, mais une hotte, à sortie extérieure, bah, peut poser ce même type de problématique. Donc il y a des solutions, hein, donc taper anti-retour pour éviter, l'air de rentrer et voilà. Bon après, une hotte de cuisine fonctionne de toute façon moins longtemps, qu'un ballon ou qu'un poêle à garder. Voilà, donc pas de gros problèmes de compatibilité, ni avec les poêles, ni avec les ballons thermodynamiques, juste quelques petites, voilà, remarques, à ce sujet. Enfin, la maintenance. Donc, comme tous les équipements, thermiques de votre maison, une double flux va avoir un besoin de maintenance. Alors, pas spécialement très important. L'entretien le plus fréquent, ça va être le nettoyage des filtres qu'on préconise de faire à peu près tous les trimestres. Après, ça peut s'espacer ou se réduire en fonction de l'environnement extérieur et intérieur. Et ensuite, bah, vous allez avoir une maintenance annuelle qui consiste essentiellement à du nettoyage et du dépoussiérage, de la centrale de flux. Tout à l'heure, on a vu, hein, sur le schéma, l'échangeur dedans. Donc ça se sort comme un tiroir et c'est ça qu'il va falloir nettoyer, en moyenne une fois par an. Voilà. Les gaines. Les gaines en PEHD, hein, comme je vous montrais tout à l'heure, donc elles ont cette caractéristique d'être nettoyables puisqu'elles sont complètement rigides, lisses à l'intérieur. Là, j'ai un tout petit bout que je peux pas déformer, hein, mais livrées en rouleau, elles peuvent se courber, de façon à circuler, de façon, très facile dans la maison et en même temps d'avoir cette caractéristique de nettoyabilité. Voilà, donc votre système sera nettoyable quand bien même les gaines seraient, isolées à jamais dans un faux plafond, dans une dalle, dans un plancher. Voilà. Donc voilà, donc là vous avez un petit tableau. Les gaines d'ailleurs, elles se nettoient pas tous les ans, hein. Les gaines, on commence à regarder l'intérieur des gaines à partir de 7-8 ans, voilà, à peu près. Donc la maintenance, voilà, il faut savoir qu'elle existe. Il faut, voilà, on évite d'aller mettre une machine dans un lieu très inaccessible. C'est pour ça que les combles sont rarement une bonne idée pour des raisons thermiques, et puis bah, pour des raisons d'accès à la machine, pour le nettoyage des filtres. Donc les filtres, hein, vous avez deux types de filtres, un filtre G4, un filtre à poussière et un filtre F7 pour les pollens dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, donc le prix des filtres, hein, puisque je sens que ça va être une question. Un couple F7G4, vous comptez environ 65 €. Donc il y en a pour un changement tous les ans. Et le filtre G4, en propriétaire, filtre propriétaire, environ 35 €. Voilà, il existe des solutions qui permettent d'avoir d'abaisser très fortement ce coût-là en étant sur des filtres G4, puisque juste derrière moi, vous voyez un porte-filtre, hein, ce petit cadre noir là, qui va permettre de mettre du média G4 qui est juste au-dessus de ma tête, voilà, qui peut être acheté en rouleau et remplacé très régulièrement à moindre coût, voilà, puisque les rouleaux de médias sont pas abordables. Voilà un petit peu. Donc pourquoi travailler avec Brink? Parce que notre offre est complète, hein, on distribue, enfin on vend des systèmes, on fabrique et on vend des systèmes, complets. Donc complets, vous l'avez compris, donc ça part de la centrale double flux et ça va jusqu'aux bouches, à la prise d'air en façade, au rejet en toiture et en passant par toutes les gaines. Voilà, on est quand même de plus en plus connu,
puisque nous travaillons aussi beaucoup avec les prescripteurs tels qu'architectes, bureaux d'études, maîtres d'œuvre. Nous assistons beaucoup les professionnels à travers des formations, à travers un support technique très très efficace. Voilà. En ce qui concerne la livraison, nous travaillons avec Schenker qui assure notre logistique et notre transport. Et donc on peut dire qu'on est quand même très 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 efficace sur ce point-là. Et pour tout ce qui est mise en service, bah c'est nous qui pouvons nous en assurer. Voilà, on a des installateurs agréés qui sont tout à fait compétents pour le faire, mais on peut aussi, quand le besoin se fait sentir, accompagner ou faire des mises en service pour s'assurer que l'installation a été d'une part bien faite et que deux, les paramétrages et les équilibrages des réseaux sont bien faits. Voilà, et je crois qu'on a fait un petit tour assez succinct mais assez large de la problématique de la qualité d'air intérieur et de la ventilation. Hop là, je reviens dans les points. Vas-y, je t'en prie, je te laisse un peu de place. Tac, super. Eh bien, j'espère que ça a déjà bien répondu à pas mal de questions que vous posiez. C'est vrai que la question sur les fenêtres, est quand même très récurrente. Est-ce qu'on peut ouvrir les fenêtres ou pas? Si on peut pas ouvrir les fenêtres, c'est sûr que personne n'a envie de vivre dans des pièces où on peut pas ouvrir les fenêtres. Donc ça, voilà, c'est des questions assez récurrentes. Donc c'est bien de tout de suite éluder un peu ces trucs-là. Donc on va pouvoir passer maintenant aux questions. Là-dessus, donc apparemment, il y a des liens sur votre site qui fonctionnent pas. Donc sur les PDF, là, ok, on les enverra là-dessus. Une question concernant les COV dans l'air qui passeraient dans les gaines PEHD, du fait qu'on soit sur des gaines en plastique. Après, je sais pas s'il y a des études qui ont été menées là-dessus. Alors les gaines, elles sont en PEHD qualité alimentaire, donc en fait elles dégazent absolument rien. Voilà, c'est le même matériau que pour le conditionnement alimentaire. Voilà, les boîtes dans lesquelles on met son déjeuner. Donc elles sont complètement exemptes de COV. Voilà, contrairement à du PVC. Voilà, on voit aussi parfois des gaines de ventilation qui sont en PVC, donc elles complètement à proscrire. Quand c'est dans le cadre de la simple flux, sans parler du fait qu'elle soit souple, mais simplement le matériau, quand c'est de la simple flux et qu'on extrait vers l'extérieur, c'est beaucoup moins délant. Et là, quand il s'agit d'air neuf, voilà, la gaine en PEHD qui va être complètement exempte de COV et aucun dégazage. Ok. C'est vrai que la gaine verte sur le fond vert qu'on a derrière, ça marche pas, on ne pense pas assez. Ouais, non, même pas, non, ça marchera pas. Donc voilà. On la voit verte là au-dessus de. Voilà, on la voit. C'est ça. Donc après au niveau des tarifs, donc nous l'idée là dans le fonctionnement de ce qu'on avait un petit peu eu, c'est de pouvoir proposer de la VMC performante en même temps que nos maisons pour on va dire compléter un peu les éléments. Donc sur les tarifs là on a dans le questionnement sur en fait des tarifs sur le site Brink qui serait différent d'autres sites type VMC Store qui serait donc meilleur sur les sites en ligne que sur votre site à vous, c'est votre d'affichage de prix public. Alors, voilà, c'est ça, exactement. Le boutique en ligne est affiché en prix public. Alors, on a assez peu, quand même, on a assez peu de revendeurs web. Voilà, nous en avons quelques-uns, mais qui respectent aussi une politique commerciale, voilà, qu'on a établie ensemble. Donc, autant où il y a des marques de ventilation que vous pouvez trouver à tous les prix sur Internet, ce sera pas le cas pour nous. Voilà. Et VMC Store, ça me dit rien, parce que, à ma connaissance, voilà, j'en ai 3 en tête, des revendeurs sur Internet. Question un peu plus technique là. Donc, existe-t-il des centrales avec bouche latérale, entrée-sortie horizontale? En gros, là, il me semble que derrière nous, là, on a un truc qui est en l'air, là. Le gros là derrière. Oui. Et donc, est-ce qu'on les a sur les côtés des fois, ou alors est-ce qu'il faut couler pour que ça sorte, sur le côté, je pense. Alors, dans cette gamme claire, des machines murales, elles existent avec les 4 piquages sur le dessus. Donc, si on veut partir sur le côté, il faut tout simplement couder, pour aller chercher le côté. Elles existent en version 2-2, c'est-à-dire avec 2 piquages sur le dessus et 2 piquages sur le dessous. C'est celle que j'ai montré tout à l'heure en exemple, que j'ai pris en exemple, quand les centrales sont plutôt dans les parties hautes de la maison. Ensuite, il existe, donc là, c'est-à-dire que je vais pas déployer toute la gamme Brink, il existe des machines plafonnières qui vont avoir des entrées de chaque côté. Voilà, la centrale a une forme un peu d'un sucre et qui va pouvoir être positionnée au plafond ou en partie ou au mur, mais bon, ça n'a pas plus value, c'est d'être au plafond.
Voilà, donc il existe, Donc on a un peu l'horizontalité de ce point de on vue-là. peut avoir, voilà, on peut avoir des machines logées au plafond. OK. Question qui va nous concerner un peu tous les 2. Comment passer les gaines pour une maison ossature bois? L'idée, c'est que surtout les gaines, circulent donc, avec Bookiewood dans les pots plafond ou oui, dans l'idéal, hein, parce qu'il faut qu'on reste dans le volume chaud. Donc voilà, l'idée, c'est surtout de les faire circuler là. Après, donc nous, Bookiewood, le bloc peut être percé sur chantier pour faire les entrées-sorties, d'entrée d'air neuf et de sortie d'air vicié. Le tout, c'est de soigner l'étanchéité à l'air. Mais l'idée, c'est de toute façon, les gaines vertes qu'on voit pas, mais elles font généralement 75. Donc, dans un faux plafond, ça passe quand même assez facilement. On le voit derrière, là, le cheminement, s'il est bien pensé. Alors là, il est propre, le gars, de bien réfléchir à sa mise en œuvre, qu'il n'y a pas de croisement. Mais en fait, dans un faux plafond, ça va fonctionner assez bien. C'est pour ça que nous, dans la phase de visio pré-étude, si jamais il y a des gaines à prendre en compte, eh ben, nous, on les prend en compte dans nos coupes de principe. Ça, c'est important. Comme ça, on dit, ben, un faux plafond, qu'est-ce qu'on a? Et une gaine de 75, OK. On va se laisser un peu de gaine technique pour la circulation des gaines CTA électriques. Et puis après, donc, nous, on va se faire un complexe, aller à 80, 90 millimètres avant de mettre le placo. Donc, on le simule dès le départ et on peut tout de suite le prendre en compte. Voilà. Et c'est vrai que là, on évoque des gaines circulaires, hein, qui existent en 2 diamètres, 75 millimètres et 90 millimètres. Il existe aussi des gaines plates. OK. Des gaines plates en 50 et 60 qui permettent de, alors, voilà, elles sont quand même beaucoup moins utilisées parce que malgré tout, on arrive quand même à circuler, voilà. La gaine plate, ça va être utilisé pour des passages de poutre éventuellement difficiles, mais, OK. voilà. Par exemple, pour des maisons secondaires, est-ce qu'il y a un mode minimal ou hors gel? Comment on peut programmer ça? Est-ce que c'est possible? Ou est-ce qu'on peut la couper? C'est peut-être pas idéal, mais Alors, oui, tu fais très bien souligner ça. Une ventilation, ça ne se coupe jamais. Alors, réglementairement parlant. Et pour son bon fonctionnement, en fait, il faut continuellement que le flux d'air circule dans les gaines, dans l'échangeur, dans les filtres. Voilà. Donc, il existe 4 modes de fonctionnement, enfin 4 vitesses différentes sur toutes les centrales de notre gamme. Une vitesse vacance, voilà, à 50 mètres cubeurs qui permet d'assurer juste la circulation d'air dans la machine. Une surventilation, voilà, quand vous avez une maison qui est suroccupée parce que vous avez des invités ou parce que vous faites une cuisine odorante. Et ensuite, 2 autres vitesses, une qui correspondra au débit nominal pour être au 0,5, 0,6 volumeur dont on a parlé tout à l'heure, et une vitesse réduite qui peut être utilisée notamment pendant les périodes où on a souvent les fenêtres ouvertes. Voilà, donc ça, c'est commandé, ça peut être commandé manuellement, ça peut être commandé via des sondes CO2 ou sondes hygro. Alors plutôt sondes hygro, un sonde CO2, c'est quand même moins utilisé en logement, puisque si vous avez un bon renouvellement d'air, le CO2 ne doit pas augmenter. Voilà, il augmentera si vous êtes 15 dans votre salon, mais il n'augmentera pas si la maison est normalement occupée. Et enfin, ça peut être aussi piloté via une application smartphone, voilà, qui est une option sur les machines. D'accord. OK. Donc dans le cas, si on a donc la partie Lockheed et la VMC, à quel moment on fait le dimensionnement de la VMC? Je pense qu'on le fait un peu le plus tôt possible. De toute façon, dans la phase de devis, on n'a pas trop le choix. C'est ça. Donc moi, dès l'instant qu'on a un jeu de plan, on peut commencer à anticiper les passages de gaines, à anticiper le positionnement de la machine. Voilà, ça peut se faire très en amont. Et d'ailleurs, plus ça se fait en amont, et plus ça déroule facilement derrière. OK. Et après, donc sur la partie bloc avec le perçage pour les entrées primaires, oui, on peut faire ce perçage à l'atelier pour les entrées de la VMC, en sachant que ça nécessite quand même un niveau d'anticipation assez haut et que des fois sur un projet, on peut se laisser un peu de latitude. Là, on a eu le cas, alors, je dis, sur une maison qu'on va voir bientôt. En gros, on avait mis des perçages de la VMC, mais ça marche pas. Et du coup, obligé de refaire des perçages à côté. Donc voilà, le positionnement de la VMC, je pense qu'elle est, quand elle est pensée bien en amont, on peut lui faire une petite place dans les plans. Par contre, les percements sur les blocs, c'est bien de savoir à peu près où on va les mettre, mais c'est vrai que voilà, ça nécessite en tout cas un gros niveau d'anticipation. C'est pas infaisable, hein, mais voilà, ça faut bien anticiper là-dessus. Alors, est-ce que le filtre G4 est destiné aux particules fines? Alors non, le G4, c'est un filtre à poussière. Voilà, le G4, il est présent sur la reprise
Pour protéger l'échangeur de l'empoussièrement, en général sur la prise d'air neuf, ça va être du F7 ou du G4 selon le type des machines, et on peut ensuite soit rester sur du F7 ou soit mettre du G4 à l'entrée. Si on n'est pas exposé au pollen ou qu'on n'y est pas sensible, voilà, on n'est pas obligé d'être en F7, mais c'est quand même un choix qui est très souvent fait. Ok. Donc concernant l'implantation des bouches, est-ce qu'on peut les positionner au-dessus des portes dans les chambres afin d'éviter de faire un faux plafond dans le cas par exemple d'un plancher à la française, on n'aurait pas envie de faire un caisson, ou est-ce qu'il y a voilà est-ce que ça permet d'avoir un volume d'air qui soit correctement renouvelé? Alors oui, ça c'est quelque chose que j'ai vu voilà arriver il y a quelques années. C'est vrai qu'au tout départ, on mettait des bouches de soufflage bien au fond des chambres, au niveau des fenêtres en général, pour que la circulation d'air soit bonne en arrivant jusqu'au détalonnage de la porte. Ça fait sens, mais avec l'arrivée des bouches dites longue portée, en tout cas si vous guidez le flux d'air vers le fond de la pièce, on peut très bien se mettre en un poste, voilà, et avoir un réseau qui se limite à un couloir ou à un palier pour rentrer par le dessus de la porte. Voilà. Par contre, ce qui sera très important, c'est le choix de la bouche, de bras soufflés vers le fond de la pièce plutôt que en haut, en bas, voilà, pour éviter un court cycle avec la porte. Ok. Donc c'est faisable. Donc quelle est la température maxi pour l'unité centrale par rapport aux températures caniculaires qu'on a en ce moment? Alors, c'est vrai que c'est par rapport à l'été, d'accord. Eh ben, C'est vrai pas que trop, alors nous, donc je pourrais te donner un maxi comme bah, il faut qu'elle reste de toute façon dans une zone, euh, voilà, il faut pas qu'elle soit en dessous de 15, voilà, la préconisation idéale, c'est 17 degrés. Faut pas que ça descende beaucoup en dessous. Et donc, du coup, faut pas non plus qu'elle soit exposée à des températures à plus de 30 degrés, parce que sinon, à un moment donné, voilà, il va se créer une déperdition, enfin une déperdition avec de la chaleur. Mais, voilà, ça risquerait et d'être, en été, quand on rentre de l'air chaud qui dehors va être à 40, ah non, ça, il y a ça pas fait de, des ouais. canicules. Donc là, non, ça, il y a aucun souci avec ça. Elle peut aspirer de l'air extérieur à 35 et faire son échange avec l'air plus frais intérieur. Voilà. Ça marche. Et après, une question un peu technique domotique. Est-ce qu'il y a un lien K-Mix défini sur Amazon ou Alexa? Alors, moi, je ne maîtrise pas la partie domotique, mais c'est quand on parle D'accord. d'application, comment Alors, ça fonctionne. les centrales, bah, alors, il y a deux possibilités. Soit utiliser une carte optionnelle qui va être compatible Wi-Fi ou LAN, qui permet de se connecter à sa box et vers l'application Brink. Et donc là, c'est du pilotage à distance, mais c'est pas un accès vers une domotique. Sinon, vous avez une sonnectique Modbus sur la centrale qui peut être exploitée ensuite avec une passerelle pour aller vers du KNX ou un autre protocole domotique. Voilà, donc il y a du Modbus sortie machine qui peut être exploité avec une passerelle. Ok. Ça devient quand même un peu technique. Après, je sais pas si on manipule tout le temps les flux d'air. Alors c'est ça aussi, c'est bien de le rappeler parce que 99% du temps, la machine va tourner à son débit nominal. Le fait de piloter, de changer constamment de débit, ça se fait globalement assez peu. Voilà, la domotique, elle peut trouver un intérêt, notamment dans une résidence soit secondaire ou soit une maison qui peut servir de gîte. Voilà, moi j'ai en exemple un client qui a un gîte et donc il n'est pas tout le temps là pour recevoir ou pour recevoir les personnes. Et donc selon qu'il accueille 4, 8 ou 12 personnes, il va pouvoir à distance passer du mode absence à la ventilation pour 4, 8 ou 12. Voilà, donc ça c'est quand même un vrai intérêt. Pour une maison principale, voilà, en général on est sur le débit nominal. À une période, on va passer sur un débit un petit peu réduit. Et puis quand on utilise la cuisine ou la salle de bain, on peut passer en surventilation. Mais voilà, en dehors de ça, le débit nominal est celui qui va tourner 99% du temps. Ouais. Ça marche. On a une question à laquelle tu as déjà répondu, mais ça peut peut-être faire une reprise donc sur la double cuisse qui participe à la répartition de la chaleur dans la maison, le fameux poêle appelé dans le séjour et pas trop de moyens de chauffage dans les chambres. Donc ça commence ça va se boutiquer. Sur la double flux, après, je vais parler un peu de la partie Ouais. aussi qui contribue un peu. D'accord. Alors, ça contribue indéniablement à ce que la chaleur, enfin, ça s'homogénéise. Ça s'égalisera jamais, on est d'accord. Mais si je fais un petit parallèle avec une simple flux avec des entrées d'air froides dans la chambre et qui est elle-même éloignée du point chaud, va avoir tendance à creuser cet écart. En double flux, vous allez souffler de l'air qui est à peu près entre 1,5 degré et 2 degrés
plus frais que ce que vous reprenez. Donc, dans une maison à 20, vous allez insuffler de l'air à 18, 18,5. Donc, dans les chambres, vous allez apporter de l'air qui sera à 18,5. Ça ne veut pas dire que la pièce sera à 18,5 si les déperditions sont plus ou moins importantes, mais vous n'allez pas apporter de l'air froid, vous allez apporter de l'air tempéré. Voilà. Donc, c'est en ça que vous gardez toujours un écart entre la zone jour et la zone nuit, mais qui sera beaucoup moins important qu'avec une simple flue. Ok. Après, c'est vrai que sur la partie aussi conception de maison, on a souvent cette idée d'avoir des maisons qui vont être très froides, puis on va monter, enfin, ou inversement, en tout cas, avoir des gradients de température. L'idée, c'est qu'avec une maison bien isolée, donc avec les murs blocky wood et puis une bonne épaisseur d'isolant aussi en toiture, l'idée, c'est de créer vraiment une enveloppe bien isolée pour qu'on ait justement pas trop de gradients de température quand on se déplace dans les pièces. Ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte quand on est surtout sur du neuf. Des fois, en rénovation, c'est plus compliqué d'arriver à ce type de performance là-dessus. Et du coup, que se passe-t-il en cas de coupure électrique prolongée? Est-ce qu'il y a une batterie ou pas? Est-ce que c'est un peu nécessaire après Alors, en cas de coupure électrique, la machine s'arrêtera. Elle redémarrera sur le débit où elle s'est arrêtée. Les paramètres, les réglages resteront paramétrés. Mais par contre, alors ça pourrait très bien fonctionner sur batterie avec un convertisseur, hein, puisque comme je le disais tout à l'heure, on est pour la consommation des moteurs, on est entre 20 et 40 watts pour faire une cote mal taillée entre une petite maison et une grande maison. Voilà. Par contre, ce serait un peu plus compliqué d'assurer le fonctionnement du préchauffeur en cas de température franchement négative. Voilà, puisque le préchauffeur peut aller jusqu'à 1000 watts. Voilà, c'est pas 0 ou 1000 watts, il a une puissance qui va être graduelle, mais voilà, ça peut aller jusqu'à 1000 watts. Okay. Autre question sur la partie maintenance. Est-ce qu'il y a des pièces du dur autres que les filtres sur les moteurs, sur d'autres pièces qui seraient un peu à changer? Alors non, c'est pas prévu dans le guide de maintenance. L'échangeur, lui, ce sont des plaques, donc là, lui, il est là pour la durée de vie de la machine. Après, voilà, c'est pas impossible que dans 15 ans, vous ayez peut-être un jeu de roulement à changer, mais c'est pas prévu en fait dans le guide de maintenance. En fait, c'est pas de l'entretien, là, on est plus sur de la réparation quasiment. Là, on est plus sur de la réparation, mais non, le vrai consommable, c'est le jet de filtre. Et donc, si par exemple on est en montagne et qu'on a des températures bien inférieures à 0 sur une longue période, y compris la nuit, du coup la double flux va consommer 1000 watts en continu ou pas? Comment ça marche là-dessus? Alors le Préchauffer préchauffeur, vraiment froid à l'extérieur pendant longtemps, en montagne ou autre, je sais pas, dans les endroits où il fait froid sur des longues périodes, est-ce il va bouffer 1000 watts pendant alors s'il fait moins 20, oui, même moins 15, il va consommer 1000 watts en permanence. Alors voilà, entre 0 et moins 10, c'est là que tout se joue, puisque il est dit intelligent, c'est-à-dire qu'il va pas se déclencher sur un seuil de température, il va pas à 0 degré, boum, se déclencher et consommer 1000 watts. En fait, la machine va observer les températures intérieures et extérieures, puisqu'on est bien d'accord que si vous reprenez de l'air intérieur à 24 degrés, son pouvoir dégivrant de l'échangeur va être plus important que si on reprend l'air à 17 degrés. Voilà, donc il y a tout un tas de paramètres, et le préchauffeur ne déclenchera que quand la perte de charge de l'échangeur va commencer à augmenter, voilà, dans un laps de temps très court. Donc, en fonction des paramètres de température et d'hygrométrie, la machine peut très bien fonctionner sans préchauffeur, sans consommation électrique, à moins 2, moins 3, moins 4. Voilà. Mais par contre, voilà, c'est une évidence qu'à moins 10, le préchauffeur sera en route et qui sera très certainement pas loin de consommer ses 1000 watts. Voilà. Après, l'autre possibilité, c'est d'y adjoindre un puits canadien. c'est ce que Voilà. voilà, non, parce qu'en plus, il avait mis là dans les liens qui marchaient pas, là, le puits canadien, donc c'est vrai que ça peut être je te laisse peut-être décrire en 2 mots le puits canadien, comment ça marche chez vous? Très brièvement, donc oui, le puits canadien chez nous, il est hydraulique, c'est-à-dire que c'est pas un tuyau qui circule dans le sol, ça va être parce qu'un tuyau d'air, c'est un petit tuyau avec de l'eau glycolée qui va circuler dans le sol et qui va ensuite donc capter les calories l'hiver ou le frais l'été, et l'échange va se faire à l'intérieur dans un module qui est situé juste à côté de la double flux, de sorte d'amener de l'air toujours positif à la machine, quelle que soit la température extérieure. Et en même temps, d'amener un air plus frais pendant la période estivale.
Voilà. Ouais, ça peut être, Donc un peu un double emploi. Voilà. Passe là. Bon, on va y arriver. Donc en fait, ouais, après, bah, par contre, le budget canadien, c'est quand même quelque chose qui nécessite un peu de terrassement, en tout cas de mettre dans la terre. Donc ça s'anticipe quand même pas mal. Depuis le début du projet, on peut pas décider en fait on est beau, tiens, je veux mettre un puits canadien. Enfin, je pense que ça peut se mettre dans un second temps, mais c'est un peu plus galère à mettre en œuvre. Enfin, j'en ai jamais mis en place personnellement, donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal. Alors, c'est vrai que c'est plus facile de le mettre en place quand on a des engins de terrassement qui sont présents. C'est plus facile aussi quand on a trouvé le cheminement dans le futur jardin. Néanmoins, voilà, il nous arrive d'en proposer, d'en vendre pour des projets de rénovation. Voilà. D'accord, ça marche. Bien. Eh bien, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de vos questions. Je pense qu'on a été assez complet. En tout cas, moi, toutes les questions que j'aurais pu poser, on a fait le tour. Donc, j'espère que ça a été bien complet. Le replay sera disponible dans les jours à venir. On sera envoyé par email euh, pour voir le début, hein, si vous l'avez manqué. Après, dans tous les cas, on peut on pourra communiquer par mail. Normalement, vous devriez pouvoir recevoir par mail aussi des emails de contact, hein, pour toute demande de prix. Dans tous les cas, pour demander un prix précis, on a besoin d'avoir donc des plans, hein, comme nous, sur la partie Blockywood. Et puis après, ce qu'on était en train de mettre en place avec Thomas, c'était de pouvoir avoir 4 projets un peu types sur lesquels on pourrait déjà commencer à implanter pour au moins avoir des ordres de grandeur, de prix, de coûts, de coûts de machine. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir ça. Dernière question là-dessus, mais il me semble qu'il a déjà répondu. Est-ce qu'on peut régler le flux d'air avec un capteur CO2? Il me semble que oui, Oui, tout à fait. mais c'était moins pertinent, il vaut mieux le régler par rapport à l'hygrométrie. Les deux Ouais. sont possibles. Le capteur CO2, voilà, c'est un capteur d'ambiance, donc qui va devoir être positionné dans une pièce à un endroit plutôt représentatif, donc un salon ou une chambre. Mais c'est tout à fait possible. Le capteur hygro, lui, il est positionné dans la gaine de reprise et il décèlera une mouche qui est prise, du linge qui sèche, de l'eau qui bout et va augmenter le régime de façon à évacuer D'accord. Ok. ce facteur-là. Oui, ça marche. Bien. Eh bien, écoutez, merci d'être présent ce soir. Merci Thomas de t'être Merci à vous. déplacé pour ce webinaire. Et puis bah, je vous remercie. Puis à bientôt sur des projets ou par mail ou par téléphone. Enfin, voilà. Peu importe là-dessus. À bientôt. Bonne soirée. Au plaisir. Au revoir.